Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Masque Ils ou exagèrent. Pater. Maston Pater. Excellent. S'il continue Magnifique. alors qu'il est taillé comme un tuteur géranium en plus. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On continue les bilans d'intersaison et aujourd'hui je vais être obligé de parler d'une équipe rivale de la mienne puisqu'on va parler des Colts. J'ai amené de l'expertise pour m'accompagner puisque je suis avec Alexandre. Salut Alexandre, comment ça va? Salut GG, salut tout le monde. De l'expertise avec un grand H, comme j'aime bien le dire. Mais non, en tout cas, très content d'être là pour parler des Colts, d'une franchise avec des belles couleurs. On va voir si leur équipe est aussi belle que leur maillot, donc ça va être très sympa d'en parler. Et nous avons avec nous notre invité Théo at Talk2Colts. Je te laisse te présenter Théo. Parle-nous de ton compte, de ta passion des Colts. Tu as le champ libre. Salut les gars, merci beaucoup pour l'invitation. C'est trop chouette d'être ici. Ouais, c'est ça, je gère le compte des Talk to Colts depuis 3 ans maintenant, presque 3 ans. Et je suis devenu un fan des Colts parce que je viens du monde du basket. Et en fait, il y a un moment donné, je travaillais, j'étais scout pour des équipes. Et au bout d'un moment, je regardais trop de matchs de basket, j'en ai eu marre. Et je me suis dit, il me faut un autre sport voilà, pour kiffer un peu. Et donc, le football américain, ça arrivait un peu comme ça. Et voilà, au basket, j'étais fan des Knicks de New York. Donc, j'avais un peu marre d'avoir le bling-bling partout. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve une équipe qui gagne pas trop souvent, qui a été bonne à un moment donné, mais voilà, qui vient vraiment de la campagne, qui a pas beaucoup de fans. Et voilà, je suis tombé sur les Colts d'Indianapolis. Et c'est un peu comme ça que je suis devenu fan des Colts. Et je me suis dit que pour apprendre à maîtriser un peu tout ce qui se passe autour du football américain, c'était chouette de créer un compte et pouvoir discuter avec des fans des Colts, voilà, et des fans de NFL tout court. Ouais, C'est vrai que t'as vraiment pris les deux villes trucs différentes quand même. New York et Voilà, Indiana, franchement, je pense que tu fais vraiment un gros delta dans le choix de tes équipes, hein. exactement, surtout qu'au basket, Indiana et New York, ils s'aiment pas du tout, et mm. donc c'est assez fou voilà, mais bon, j'aime bien, je suis content. Ben, je comprends totalement, hein. En tant que fan des Lakers et des Titans, on est sur le même genre de grand écart, donc très très Exactement. clairement. Et puis si on n'a rien à dire sur les Colts, comme ça on pourra parler de NBA. Voilà, on sera très Voilà, très à on l'aise, parle de on est dans notre basket. élément. On Alors, peut faire 2-3 heures d'émission. on va essayer de parler un petit peu des Colts quand même avant d'attaquer ça. L'instant promotionnel, suivez-nous le front office sur Twitch, sur X, sur YouTube, sur Instagram et surtout rejoignez-nous sur le Discord. Je le dis, je le répète à chaque fois, le Discord, c'est un truc de malade. Il se passe toujours quelque chose. Vraiment, c'est quasiment du 24 heures sur 24. On a même notre propre insider qui nous rapporte tous les transferts à chaque fois qu'il y a une signature. Jojo, si tu nous regardes, il envoie vraiment, mais tout le temps le lien dès qu'il y a une signature. Genre là, récemment, il y a eu Jair Alexander au Ravens. Je crois qu'il l'a envoyé juste après Yann Rapoport. Donc, non, Ah non, franchement, mais allez-y, clairement, même si vous voulez les news. Donc, il y a Adrian Wojnarowski, Jojo, Rapoport. Voilà, il arrive à se Waouh. situer au milieu du gratin tellement que les infos vont vite. Donc voilà, vraiment, il se passe plein de choses. Et puis pour le reste, les lives vont bientôt revenir. Là, en ce moment, on fait énormément d'enregistrements et format podcast, puisque forcément, 32 bilans, ça demande un peu de taf, hein. Vous en doutez. Mais ouais, l'été, souvent, c'est une bonne petite période pour faire des petits lives sauvages et je vais avoir un peu plus de temps. Donc, on a parlé de pas mal de petites choses. Ça va sûrement pouvoir se faire. Je mets le magnifique bandeau Indianapolis Colts. Bilan d'intersaison, on rentre dans le sujet. Merci à PA hein, qui a tout préparé. Maintenant, je peux venir sans préparer les épisodes et sans préparer la technique. Donc, vraiment, j'ai plus beaucoup de taf. Et donc, je ne fais qu'animer. Et on y va. On a des Colts qui ont terminé la saison dernière en 8-9. Et c'est presque mieux que ce qu'on avait envisagé puisque on les voyait assez haut dans la draft, 9e dans la draft. Je ne sais plus combien ça les a mis. Leur premier pick était le 1.14, donc on n'était pas si loin non plus, mais ils s'en sont presque bien sortis. Avant de te donner la parole, Théo, je vais demander à Alexandre ce qu'il a pensé de la saison passée des Colts.
Écoute, saison un peu des Colts, j'ai envie de dire, comme depuis maintenant quelques années. C'est quand même un effectif que Chris Ballard a construit. Il a quand même montré des bonnes drafts récemment, enfin en tout cas construit par des bonnes drafts. On l'avait, enfin je sais plus comment les observateurs l'avaient bien noté l'année dernière, mais je pense, en tout cas moi je sais que je l'avais assez haute dans mon estime l'année dernière, avec du Layatou Latou et ce genre de joueurs. Donc il y avait je pense, des attentes. On sait qu'il y a eu Richardson, il y a beaucoup d'espoir en lui. Force est de constater que Richardson est toujours un joueur qui loupe des matchs et tu as du mal à te projeter sur l'avenir, en tout cas, avec ce joueur-là. Et je pense que pour les fans des Colts, ça doit être pas mal frustrant de voir ton quarterback titulaire faire la moitié des matchs, ou enfin, le trois quarts. Je crois qu'il a quoi, 11-12 matchs à peu près cette année. Ouais. Depuis des années, depuis le début de sa carrière, c'est comme ça, et son jeu est souvent un risque, et c'est pas faute de l'avoir prévenu depuis maintenant quelques années. Donc voilà, je pense que c'est une franchise qui vit et meurt aussi par les choix de quarterback. Depuis la retraite, enfin, depuis Philip Rivers, j'ai envie de dire, parce que Philip Rivers, même, il les avait amenés en playoff, même si c'était la fin de Philip Rivers. Mais on va dire, depuis la retraite d'Andrew Luck, il n'y a plus vraiment ce quarterback star, et Richardson, pour l'instant, ne remplit pas cette case-là. C'est un peu dommage parce qu'il y a du talent dans l'effectif. Et tu vois, par exemple, on parlait de bonne draft, mais un Josh Downs sort sa meilleure saison en carrière. 800 yards, je crois qu'il a plus de 100 targets. Enfin, c'est vraiment un joueur important de cette offense. Tu as Alec Pierce qui, pareil, fait sa meilleure saison en carrière à la réception. Jonathan Taylor, personne n'en parle, mais le gars, il te sort 1400 yards en dormant. Donc, non, franchement, il y a quand même des joueurs offensivement qui sont là, qui sont un peu des inamovibles et des joueurs qui progressent. Et en même temps, défensivement, tu as quand même quelques jeunes joueurs qui sont toujours intéressants. Et tu as des vétérans comme DeForest Buckner et Groven Stewart sur cette D-line. Tu as toujours Layatoulatou, le rookie, on en parlera, je pense, après. Et je laisserai Théo bien l'expliquer un petit peu sa saison. Et il y a aussi Kutipay qui progresse un petit peu aussi. Donc voilà, il y a quand même pas mal de joueurs intéressants dans cette équipe. Mais malheureusement, j'ai l'impression que sur la position la plus importante, si tu n'arrives pas à trouver de la stabilité, tu ne pourras jamais viser plus haut que ce que tu fais déjà là. Moi, je trouve déjà qu'un bilan c'était quoi, 8 victoires cette année. Mm. Je ne sais pas s'ils peuvent viser plus avec des aussi grandes interrogations, en tout cas sur le poste de quarterback. Donc, Ah bah quand ton QB il joue autant que Abu Dhabi, ouais non, c'est trop compliqué. c'est ça. Théo, je te laisse rebondir sur l'analyse d'Alexandre. Dis-nous un peu comment tu as ressenti cette saison passée et donne-nous, selon toi, le match qui a été vraiment représentatif de cette saison des Colts. Alors déjà, pour cette saison, frustrant, on est d'accord. Certes, ça fait pas longtemps que je suis fan des Colts, comme je disais, mais c'est déjà frustrant d'enchaîner 2 saisons qui se ressemblent beaucoup trop, où on met de l'espoir dans le quarterback, on met de l'espoir dans l'effectif, parce qu'il y a quand même, alors même si Ballard n'est pas la star des recrues hors draft, on reste avec un effectif qui est quand même assez chouette. Malgré ça, je m'étais noté quelques chiffres sur la saison dernière, et c'est vrai que certes, on a des receveurs, on a une escouade de receveurs que je trouvais assez chouette, mais on finit 27e à la passe en NFL. Donc ça montre quand même que Anthony Richardson, les passes sur des petites distances, moyennes distances, ça reste quand même très moyen dans des lectures, et donc c'est compliqué. Alors certes, et je vais y venir après pour parler du game qui me reste en tête sur la saison dernière. Mais même derrière, avec un Joe Flacco assez vieux, qui a un profil très différent d'Anthony Richardson. Je ne sais pas comment Sean Steichen s'est débrouillé pour écrire tous les jeux à jouer, mais ça devait être tellement différent entre deux profils à l'opposé. Et surtout que les deux ont pas mal joué finalement. Et même il y a eu un moment donné, alors je me souviens plus exactement quand, mais Anthony Richardson n'était pas blessé et pourtant il a été mis sur le banc. Et c'est Joe Flacco qui a pris la main en tant que quarterback titulaire. Après, sinon, voilà, il y a plusieurs choses, hein. Il y a la défense aussi, qui a été très poreuse. Il fallait faire des changements, quoi qu'il arrive cette saison, parce que c'était plus possible d'enchaîner avec. Alors, on est toujours les premiers au niveau du nombre de plaquages dans la ligue. Mais bon, c'est joli, ça fait joli de le dire, mais ça Pas fait sûr que pas ce de soit nous bon une bonne signe. défense. Ouais, Non, c'est voilà, ça, c'est pas exactement. forcément une bonne idée, hein. Exactement. Mais bon, ça fait qu'on est premier quand même de NFL. Voilà, il faut bien qu'on ait des petites victoires de temps en temps. Après, sur la saison, sinon, plutôt sur les côtés positifs, Jonathan Taylor, comme tu disais, quelle saison de Mammouth. Le gars, il est top 5 running back et pas cinquième.
encore une fois. Et pour combien de temps, je ne sais pas. Mais pour l'instant, il en est là. Et après, sinon, j'ai noté un petit point quand même que je trouvais intéressant d'aborder. C'est que sur cette saison, on finit 5e au niveau des interceptions, malgré un backfield qui n'était pas dingo. Donc je pense que c'est aussi dû au fait que comme nos cornerback, safety n'étaient pas forcément très bons, il y avait beaucoup de ballons qui sont partis à l'arrière et donc forcément ça crée plus d'opportunités de faire des interceptions. Et à la fin de saison, on finit à 16 interceptions, ce qui est quand même correct. Pour ce qui est du match que je trouve assez représentatif de la saison dernière, c'est celui qui m'a le plus marqué et qui a sûrement fait que des gens non fans des Colts ont regardé les Colts. C'est le Game 1 de l'année dernière face au Houston Texans. Donc, premier match de la saison, à la maison, Lucas Oil Stadium en feu. On n'a pas gagné une Week 1 depuis 2013, donc ça sentait pas bon face à une équipe des Texans très sexy sur le papier, qui venait de se renforcer, qui sortait d'une saison de mammouth. Et donc, on perd ce match-là, donc ça représente plutôt bien la saison. On perd 27-29, assez frustrant, mais c'est aussi ce match où Anthony Richardson sort cette Olive, je ne sais pas comment dire, cette passe de 60 yards magnifique pour Alec Pierce. Mais malgré ça, il y a eu des moments, en fait, il fait un match moyen, pour ceux qui n'ont pas vu le match, il fait un match moyen, mais il sort cette passe qui sort de nulle part, qui est peut-être une des actions de l'année. Mais derrière, la défense n'est pas capable de maintenir Diggs, Mixon qui nous fait tout ce qu'il veut. Je ne sais plus, je crois que j'ai noté, je crois qu'il nous met 160 yards sur le match. Enfin, vraiment, il fait absolument ce qu'il veut. Et voilà, les Texans ont juste été plus dominants que nous, malgré des choses sympas. On finit qu'à 2.2, mais on paraissait trop loin d'eux. Donc voilà, je trouve que c'est un match. Voilà, c'est un peu ça les Colts, quoi. On est si près, si loin. Voilà. C'est un match un peu à la Anthony Richardson, capable de montrer Voilà, des flashs exactement. incroyables et derrière, quand tu regardes gérer le tempo d'un match et prendre les bonnes décisions quand il faut les prendre, bah, c'est toujours un peu plus compliqué. Moi, franchement, il y a une stat aussi qui me rend un peu fou, c'est son pourcentage de complétion. 47% pour un quarterback. Tu peux pas espérer aller en playoff avec un quarterback qui est pas aussi précis que ça, en fait. C'est vraiment, je pense, on se rend pas compte, mais la moyenne NFL, c'est à peu près 62-63% pour un quarterback aller top 15, même pas. Tu vois, en général, les bons quarterbacks aussi entre 66-67, tu vois. Là, c'est beaucoup trop. Le delta est beaucoup trop important et tu le dis, tu vois, c'est dommage parce que tu as quand même beaucoup de cibles et au final, tu ressors un petit peu de cette saison en te disant que tu as des joueurs comme Michael Pittman, par exemple, on n'en a peut-être pas parlé encore, Oui, c'est vrai. mais qui fait pas sa meilleure saison et tu te dis, bah voilà, il y a peut-être Alec Pierce qui marche bien sur les jeux profonds parce qu'Anthony Richardson a un gros bras, mais Michael Pittman qui est plus intéressant sur les jeux intermédiaires, tu l'utilises pas assez et c'est là où tu as besoin de quarterback précis. Et malheureusement, bah, lui, il pâtit un petit peu de cette imprécision d'Anthony Richardson. Donc c'est voilà, faut vraiment qu'il y ait une progression chez lui parce que sinon, je pense que sa carrière NFL va vite s'arrêter en tout cas chez vous. Donc On va en parler. Non, mais compliqué les Colts, parce que Alexandre, tu le disais un peu en préambule de ta première intervention, mais ce poste de quarterback, depuis la malheureuse fin de carrière d'Andrew Luck, ils ont tenté des tonnes de choses, avec notamment des vétérans, Philip Rivers ou Matt Ryan, qui à chaque fois sont venus de façon très très tardive. Et quand ils ont enfin retenté le pari d'aller sur un jeune QB, la draft de Richardson, pour beaucoup, c'était quand même un reach. Hein. Moi, je me rappelle du process pré-draft. Je ne suis pas un expert de la draft, mais le gars, une semaine avant la draft, on en parlait de deuxième tour. 3 jours avant la draft, on en parlait quasiment en numéro 1. Après, on disait, en fait, il va être top 3. Enfin, je trouvais que le spectre était tellement large, c'est jamais rassurant quand un joueur, son évaluation sur une échelle de 1 à 10, quand elle est entre 1 et 9, tu flippes. c'est surtout son Pro Day en fait qu'il Ouais. fait pop avec ses ballons. Il lance une passe, je crois, à 70 yards en mouvement. Enfin, tu dis, bon, oui, c'est des lancers que très peu de gens peuvent faire sur terre. Mais bon, poste de quarterback, c'est pas non plus avoir un bras. Il y a plein d'autres choses qui caractérisent la position de quarterback. Et malheureusement, c'est vrai que bah, lui, il sort d'une saison en plus à Floride à ce moment-là, ou qui est même pas complète. Donc, c'est un joueur qui était très, très brut. Et malheureusement, en plus, bah, les Colts l'ont lancé un petit peu au feu assez rapidement, sans pour autant prendre le temps avec lui de
de le faire s'asseoir et de le faire savoir derrière un vrai vétéran qui pouvait le driver un petit peu. Donc c'est ça aussi, je pense, il y a un côté management du Richardson qui est un peu à revoir, je pense. Exactement, mais il arrive très jeune, Mm. très talentueux sur le papier. En effet, il y a sûrement, enfin, on n'imagine même pas où peut être son plafond si le gars développe un peu ses qualités sur du jeu intermédiaire, comme tu disais, du jeu plus court, la lecture de jeu en fait, plus simplement. Mais c'est vrai que le balancer tout de suite dans le grand bain. Enfin là, j'ai pas son âge sous les yeux, mais il reste encore très jeune, quoi. Il finit sa deuxième ouais. saison. Il reste, c'est pour ça que on va y venir après aussi, mais je crois que j'y crois encore un peu. Je crois que j'y crois encore un peu. Ok, ok, on va en parler. En tout cas, Anthony Richardson, c'est quand même le mec qu'on prend pour un poste de sniper, et lui, il vient juste avec un bazooka, mais il est incapable de viser une cible, donc c'est un peu compliqué. Il a 23 ans en fait, Richardson. Donc 23 ans, ok. dis-toi qu'il y a des quarterbacks plus vieux qui viennent se présenter à la draft cette année. Donc, Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il est quand même encore jeune. Bon. Mais ça va être intéressant de voir à quel point on y croit. En tout cas, l'école, ça arrivait encore une fois sur une intersaison importante pour eux, parce qu'on le rappelle, je trouve que les Colts, ils ont cette similarité avec les Steelers. Ce sont des lignes très solides, mais vieillissantes. Et attention à ce que la porte ne se referme pas, voire soit déjà fermée, hein. Et souvent, il y a des soucis de timeline entre les lignes et le quarterback. Là, pour aborder cette free agency, au 10 mars, ils avaient 40 millions de dollars de disponibles. On va citer quelques recrues, donner les 4 plus chers au poste de cornerback. Ça a investi sur Shavarius Ward. Il y a eu Cameron Bynum au poste de free safety, Daniel Jones au poste de QB et Neville Gallimore au poste de defensive end. Théo, est-ce qu'il y a dans ces quatre-là, ou même au-delà de ces quatre-là, une recrue qui te plaît tout particulièrement? Et à l'inverse, est-ce qu'il y a une signature où tu t'es dit, putain, mais qu'est-ce qu'ils font encore? Alors, déjà, moi je pensais que j'allais commencer l'intersaison, éteindre mon téléphone, le rallumer au début de la semaine prochaine, parce que, enfin, le rallumer au moment de la draft, allez. Parce que normalement, l'année dernière, on avait recruté qu'un seul joueur, Raekwon Davis, sur la ligne défensive. Chris Ballard, nous a pas vraiment habitués, hein, à sortir le chéquier et à ramener du joueur. Là, je pense qu'il se dit, bon, ça sent un peu le roussi, il va falloir que je liquide tout ce qui me reste pour signer des joueurs et nous laisser encore une autre chance. Donc, je suis assez content sur le fait qu'on recrute pas mal sur tout ce qui est poste cornerback safety. Je connais peu les joueurs qui arrivent. Je me suis renseigné, bien sûr, sur ceux qui arrivent et je crois que c'est pas trop mal. Après, pour parler du poste de QB2, je crois qu'il nous fallait un autre QB. Joe QB1, Flacco, QB1. merci. Oui, j'ai dit QB2, c'est vrai. QB1, QB2, bon, c'est maintenant que ça va se jouer. On aura le débat. On aura le débat, exactement. Non, mais c'était important d'avoir au moins, pour remplacer Anthony Richardson, si jamais il est QB1 et qu'il est blessé, avoir un QB qui était dans son niveau. Et bon, là, je crois que c'est peut-être ce qu'on pouvait trouver de mieux sur le marché au poste de QB. Donc c'est pas mal de l'avoir recruté. Et puis qu'est-ce qu'on a à y perdre? Pas grand-chose. Une saison, il a signé pour une saison, 14 millions. Voilà, on va dire que c'est la signature qui a surpris pas mal. Parce que voilà, c'est peut-être un peu ridicule pour certains, mais on a un effectif qui est plutôt talentueux et comme vous le disiez là juste avant, j'ai peur qu'on loupe le coche vis-à-vis du talent de nos lignes, vis-à-vis du talent de nos receveurs, même Jonathan Taylor qui sort des saisons de dingue. Et j'ai un peu envie de gagner tout de suite. Je ne parle pas de gagner le Super Bowl, mais je parle de au moins pouvoir aller en playoff. Et donc voilà, donc j'ai trouvé cette signature assez intéressante. Ok, ok. Alexandre, toi, pareil, ton analyse un peu de cette intersaison, un joueur où tu te dis, ok, ça c'est malin, et un autre où tu te dis, ah. Du coup, je vais rebondir un petit peu sur ce que Théo a dit, mais je trouve qu'il a raison en disant que Chris Ballard, c'est vrai que l'été dernier, il avait rien fait, et là, il a un petit peu senti le vent tourner contre lui, et je pense qu'il a la pression, hein, très clairement. Cet été, pour moi, c'est peut-être une année charnière pour lui. On n'est pas sûr qu'il reste à la fin de l'année. Je pense qu'il s'est dit, bon, on va essayer d'améliorer l'effectif du mieux qu'on peut, quitte à surpayer quelques mecs, hein. Je pense par exemple Cam Bynum, qui a un bon safety dans la ligue, qui a fait une top saison aux Vikings, mais qui, je pense, profite aussi d'une bonne escouade défensive. Et je pense que le salaire qu'il a n'est pas vraiment représentatif de son niveau.
Mais quand tu es Chris Ballard et je pense les Colts à ce moment-là, ils ont des besoins pour, surtout à côté de Nick Ross, qui fait quand même une plutôt bonne saison. Il te faut un petit peu ce free safety capable de l'aider dans le fond du terrain. Et je pense que Cam Bynum peut remplir ce rôle. Ce sera pour moi pas un pro bowler, mais ce sera un solide titulaire à NFL. Donc ça en soi, j'ai trouvé que la signature était bonne, sans remettre vraiment en cause le prix non plus. Et moi j'aime bien Charvarius Ward. Alors on sait qu'il a eu des problèmes extrasportifs l'année dernière avec malheureusement le décès de son enfant. Et je pense il y a eu des pépins physiques aussi, donc saison vraiment très compliquée pour lui, j'imagine même pas. Mais voilà, on sait que c'est quand même un joueur qui a été talentueux, qui a montré des très belles choses aux 49ers et aux Chiefs aussi auparavant, je crois. Donc voilà, moi j'aime bien ce joueur et j'espère que ça va remarcher pour lui et pour les Colts, parce que c'est un joueur qui est rempli de talent et qui a un peu ce profil un peu de joueur qui peut lock down un receveur un peu plus dans ce profil-là. C'est peut-être pas celui qui va faire le plus d'interceptions, etc. Mais c'est plus un joueur qui peut coller au basque des receveurs adverses. Et ça, en soi, je pense qu'il manquait un petit peu ce profil-là chez les Colts. On sait que, tu vois, Théo en parlait tout à l'heure, mais il y a eu pas mal d'interceptions, mais les Colts prenaient quand même, de ce que je voyais, un petit peu pas mal de yards dans les airs. C'est pas plus mal d'avoir ce genre de joueurs qui peuvent, on va dire, couper les passes et empêcher que le quarterback adverse lance dans sa direction. Donc ça peut être toujours bien et on espère qu'il va revenir à son meilleur niveau, hein. Et je pense que ça peut être vraiment une vraie possibilité. Et vous en parliez, Daniel Jones, quarterback 1, hein, j'ai envie de dire. On verra ce qui ressort des camps, parce que là, visiblement, Richardson Oui, a dit, est il blessé, avait ouais. l'air d'avoir une petite blessure à l'épaule. Pour l'instant, je pense que Richardson blessé, c'est sûr, ça arrive pas très souvent, hein. ça arrive pas souvent, hein, comme on dit, mais bon. Non, mais en tout cas, je pense que ça, malheureusement, ça fait les affaires de Daniel Jones, qui peut prendre les snaps avec l'équipe première, commencer à construire une alchimie avec ses receveurs et sa ligne offensive. Donc, on verra si pour le début de la saison, il finit starter. Honnêtement, je pense qu'il y a des grandes chances qu'il finisse starter à un moment dans la saison. On verra à quel moment ce sera de la saison, mais pour moi, je trouve que la signature était sympa. Il y avait le prix est vraiment bon en vrai pour un deuxième Ouais. quarterback. Quand je compare avec Gardner Minshew qu'on avait signé l'année dernière à 15 millions par an, bon, je me dis que Daniel Jones a peut-être 2 Minshew dans chaque manche. Même si c'est pas un super compliment, hein, franchement, c'est pas non plus un compliment que je dis ça, mais, mais tu vois, en tout cas, j'aime bien la signature. Et puis, à l'inverse de ce qu'ils avaient avec Flacco ces dernières années ou d'autres quarterbacks, lui au moins se rapproche plus du prototype et du profil physique qu'est Anthony Richardson. Et tu sais que ton cahier de jeu va être un peu plus similaire. Ouais. Alors après, par contre, malheureusement, ça n'a jamais été un quarterback qui était réputé pour lancer 4 milliards par saison, donc, et ni 300 yards par match. Donc, je me pose aussi les questions sur savoir si les Colts n'ont pas beaucoup trop d'armes offensives, en tout cas, je parle d'armes aériennes, pour le niveau de leur quarterback à la passe. Et ça, c'est un petit peu une interrogation que j'ai. J'ai l'impression qu'il y a peut-être trop à manger pour ces joueurs-là. Parce que quand tu regardes l'effectif sur les quarterbacks, enfin sur les receveurs, tu as, comme on l'a cité, Pittman, Pierce, Mm. Josh Downs, tu as du Mitchell aussi qu'il faut faire manger, tu as un nouveau tight Donovan end Mitchell. dont on va parler à la draft. Enfin, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup à manger et je suis pas sûr que les quarterbacks disponibles dans cet effectif seront en mesure en fait de faire manger tout le monde. Donc ça, j'ai un petit peu peur de ce point de vue-là, offensivement. Je pense qu'il y a il y a une stratégie derrière. Je vais pas répéter ce que vous avez dit, mais Ward bonne pioche si c'est en forme physique et mentale. Bynum, je suis d'accord avec toi, Alexandre, un peu surpayé, mais en même temps, ça c'est la loi dans tous les sports. Mais pour aller jouer dans l'Indiana, faut rajouter des zéros sur le chèque, sinon les gens n'y vont pas. Donc c'est un peu le malus ville de merde, malheureusement. Ça, on peut pas y couper. Et Daniel Jones, je me demande si le plan pour les Colts, ceux qui ont écouté les bilans auxquels j'ai participé connaissent mon avis sur la saison prochaine des Colts, hein. Je pense qu'ils vont être minables. Je pense que tu fais commencer Jones et que s'il y a une blessure quelque part, c'est un candidat magnifique à un trade. Et puis tu refous Richardson, tu continues à perdre et tu vas chercher un QB en 2026 ou en 2027. Il y a 2 belles QV qui arrivent, je crois, donc je suis pas encore totalement au fait, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait un petit niveau de talent possiblement sur les 2 QV. Donc là, franchement, et pareil pour les cibles, hein. Je pense que Pittman, il y a moyen de récupérer un petit asset contre un Michael Pittman, hein.
Et puis, et si je peux rajouter, si je me trompe pas, la draft prochaine, il y a un certain Arch Manning qui arrive. On sait pas encore Euh, si c'est 26 ou on ne 27, sait j'ai pas. Bon, l'impression. d'accord. Dans 1 ou 2 saisons, un Manning aux Colts, moi je veux bien, hein. Moi je signe, hein. J'ai pas connu cette période-là. Je dis pas non. Après, ce serait dommage de tanker cette année et au final, il se présente pas, puis que l'année Oui. prochaine, il se présente dans 2 ans, quoi. Donc, ça serait Oui, un peu non, dommage. complètement. Complètement. Complètement d'accord. Ouais, moi, si les Colts tankent pendant 2 ans, ça m'arrange, hein, tu sais. Je- C'est vrai. Moi, en tant que fan des Titans, je prends. Et puis Bon, l'avantage. d'ici là, les Titans, ils auront le temps de resélectionner un quarterback dans 2 ans, hein. Ah non, 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 bah non. Non, 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 t'as pas dû écouter le bilan, parce qu'il va très Ah, probablement t'as mis gagner 13 cette victoires. année. T'as mis 13 victoires pour les Titans, c'est ça? Non, je crois que j'en ai mis 8. C'est J'en j'en- déjà 8 de trop. j'en ai mis 8, mais secrètement, je rêve qu'on en chope 9, qu'on chope le 7e seed, et qu'on aille rêver un petit peu, et puis que je puisse commenter le match des Titans en direct, quoi. C'est un peu le plan. C'est un peu le plan. On va passer à la draft. Les Colts, donc, ont drafté en 1.14, Tyler Warren au poste de tight end. En 2.45, Tuimoloau, un edge de Ohio State. Je massacre les noms, hein. Wow. C'est ok. Justin Whaley, un cornerback de Minnesota. Jalen Travis, un offensive tackle. DJ Giddens, running back au 5e tour. 2 choix au 6e tour. Un avec le 189, Riley Leonard au poste de QB. Et Tim Smith sur la D-line. Et enfin, au 7e tour, Hunter Waller, un safety. Alexandre, avec PA, vous avez fait une magnifique série d'intersaisons où vous aviez un petit peu rangé les drafts des uns et des autres. Ils s'étaient retrouvés assez bas, nos amis de l'école, s'ils avaient eu un grade de C, sachant que le dernier grade était D, je crois, dans votre ranking. Donc, C'est ça. pas ouf. Donne-nous déjà ton avis d'expert sur cette draft avant que je donne la parole à Théo. Ce qui nous a fait, un petit peu descendre la note, c'est, enfin pour moi en tout cas, c'est, je comprenais pas vraiment la hype en fait sur, Tyler Warren. Quand j'ai regardé un petit peu le joueur, alors c'est un bon tight end, c'est un bon prospect, ça, il y a pas de souci, mais quand je voyais les scouts américains dire que c'était un top 10 talent, je commençais à souffler un petit peu du nez, tu vois? Parce que, personnellement, si, les gens qui, regardent un petit peu de loin la draft et qui voient les Américains dire que c'est un top 10 talent et ils vont s'attendre peut-être à du Brock Bowers et cetera. Les gars, c'est pas ça. Donc, pour moi, Tyler Warren, c'est un physique, ça c'est indéniable. C'est un joueur qui a des très bonnes mains et ça, il en faut pour la position. C'est un mec qui a quand même un catch radius, donc il a des longs bras, il sait attraper un petit peu le ballon d'un peu n'importe où et en red zone, ça peut être une super arme. Moi, je l'évaluais comme allez, début de second tour pour son niveau. J'avais Colston Loveland un petit peu plus haut parce que je trouvais que Loveland était plus complet dans ce qu'il pouvait apporter à la réception. Mais Tyler Warren, pour moi, quand je vois le profil un petit peu athlétique, j'ai l'impression que c'est quand même un joueur qui est un peu rigide sur ses appuis. C'est pas un mec qui va faire des tracés un petit peu, comment dire, en tout cas des cuts dévastateurs, qui va, en tout cas pour sa taille, faire chavirer un safety juste par une accélération ou un changement de direction. C'est pas vraiment ce profil. Par contre, c'est un mec qui va pouvoir briser des plaquages parce que c'est quand même une amour à glace et que ça va être très dur de l'arrêter. Donc, il a des qualités, ça c'est indéniable. Un petit peu haut pour moi, et c'est vrai qu'on n'arrêtait pas d'en parler aux Colts parce que visiblement il y avait l'air d'avoir un fit ou que les Colts avaient besoin d'un tight end. Ça c'est peut-être vrai. Mais j'en parlais tout à l'heure aussi. Tu as des quarterbacks, c'est pas des lanceurs si accomplis que ça. Et on en a parlé déjà, il y a quand même déjà une belle escouade de cibles. Tu rajoutes encore une cible à ces joueurs-là. Alors oui, c'est une cible au milieu du terrain, une cible qui peut être utile sur le yard after catch, donc tu peux l'utiliser sur des screens et des passes assez simples. Donc ça, Richardson, je pense, ça peut être OK pour lui, ça peut le faciliter un petit peu, il va pas devoir faire 4 lectures avant de lancer son ballon. Non, juste une première lecture, il envoie le ballon sur un petit screen sur Tyler Warren peut gagner ses 10 yards, il y a pas de problème. Mais voilà, comme je disais aussi tout à l'heure, il faut donner à manger à tout le monde et je suis pas sûr que les quarterbacks que tu as en place permettent de mettre ça en place en tout cas. Donc moi sur ça j'étais un petit peu déçu. Après voilà, pour le prochain quarterback peut-être dans 2 ans, bah ce sera un super tight end et je pense que Tyler Warren a un vrai potentiel. Après je sais pas si ce sera un top 5 dans la ligue comme certains ont pu l'être par le passé ou comme un Bowers
peut l'être actuellement alors que certains l'annonçaient comme tout aussi bon chez les US. Donc bon, on verra l'avenir si l'avenir me donne raison ou pas. Et le deuxième tour, JT Tuimolao, c'est pareil, c'est un joueur pour moi avec un plancher solide, vraiment un bon edge de la QV. Hein. Je l'avais dans mon classement des edge qu'on a fait les petites fiches juste avant la draft. Donc c'est vraiment un bon joueur qui joue dans une top université, champion national, etc. Auteur d'un match exceptionnel contre Penn State. Si les fans des Colts ne l'ont pas vu, allez le voir les highlights de ce match parce qu'il est vraiment excellent dessus. Mais j'avais quand même des joueurs qui étaient devant lui au moment de son pic et c'est ça qui me dérange sur la position. Je pense notamment à un Nix Courton que j'avais 3e sur mon board à la position, alors qu'un JT Tuimolao, je crois que je l'avais en 8 ou 9, tu vois. Donc il y a quand même un delta de niveau et en fait, c'est pas forcément sur le niveau intrinsèque à l'instant T du joueur, c'est surtout sur son potentiel. Parce que pour moi, en fait, un JT Tuimolao, ça va être un joueur qui, pour moi, sera une excellente rotation à minima. Allez, à son plafond, pour moi, ça peut être un bon edge numéro 2. Ce sera jamais ton edge numéro 1, comme peuvent l'être par exemple un Nix Courton ou un Mike Green qui est parti juste après aussi. Donc tu vois, en fait, c'est ça, c'est que tu avais potentiellement des joueurs plus talentueux, peut-être à l'instant T un peu moins bons, mais au final plus talentueux à prendre et aussi plus jeunes. Donc ça, c'est pour ça que on avait un petit peu baissé la notation sur ça. Après, rassurez-vous, les fans des Colts, ça reste quand même un bon joueur. Et tu as quand même Quitipay et Laiatulatu, donc tu as quand même 2 starters évidents, même si on ne sait pas encore si Quitipay va re-signer l'année prochaine. Donc voilà, JT Tuimolao va être dans cette rotation avec Ebukam sur les edge, et je pense que c'est pas mal dans un premier temps. Donc pick solide. Est-ce qu'il y avait mieux à faire? Je pense, mais ça reste quand même un joueur pas mauvais. Et moi, ce qui fait vraiment baisser la note, c'est comment il s'appelle, Justin Whaley, le cornerback de Minnesota. Je connaissais pas avant le process. Je suis allé regarder un petit peu et c'est un joueur, j'avais l'impression, pas un profil athlétique impressionnant, production moyenne. Et enfin, voilà, c'est pas ce qui m'a sauté aux yeux quand j'ai vu les tapes. Pour moi, il y avait des cornerbacks meilleurs que lui à prendre à ce moment-là. Donc, un petit peu déçu du pic, mais parce qu'il y avait encore d'autres bons joueurs après. Et ce qui nous fait aussi un petit peu monter la note, c'est le running back DJ Giddens, que j'aime beaucoup, qui pour moi peut être un super complément à Jonathan Taylor. Donc, et tu joues aussi sur le potentiel du joueur, qui a été excellent à Kansas State. Donc, excellent profil. Et pour moi, voilà, c'est peut-être votre meilleur pick selon moi de cette QV. Donc voilà, on était un petit peu déçus avec PA, mais c'est quand même une classe qui est intéressante et il y a quand même des joueurs talentueux, mais je pense que tu aurais pu mieux faire avec les pics que tu avais. Théo, je te passe le témoin après l'intervention de notre expert. Non, c'est super intéressant. Et en fait, moi, le souci que j'ai, c'est que je regarde très très peu football universitaire. Donc, quand les joueurs ils sont annoncés, ils arrivent. Moi, je peux pas te dire, ouais, ça c'est un super pick, voilà, tout comme ce que tu peux faire et ce que vous pouvez faire, ce qui est top, très intéressant pour moi. Par contre, je peux voir par rapport à nos besoins. Et pour le coup, sur le poste de tight end, Molly Cox, merci beaucoup pour les travaux, mais c'est vrai qu'on avait vraiment besoin de monde sur ce poste-là. Et comme tu dis, je pense pour Anthony Richardson ou un Daniel Jones, ça peut toujours être intéressant d'avoir un mec talentueux sur les prochaines années. Pareil, Tumolao, ce qui est intéressant aussi, c'est que, encore une fois, c'est peut-être pas le meilleur potentiel à ce moment-là, mais il répond aussi à un besoin, je trouve, chez les Edge. Certes, on a l'atout qui est en première année, qui n'a pas encore beaucoup performé, qui n'a pas beaucoup fait de stats, mais qui a montré des choses intéressantes du peu que j'en ai vu. Quitipay, derrière, il va vouloir aller chercher un nouveau contrat l'année prochaine chez nous ou ailleurs. J'espère qu'il va sortir une bonne saison. Et puis, alors, si je dis pas de bêtises, je suis en train de chercher son nom. Il y a Samson et Boukam, il me semble, qui est de retour de blessure, qui n'a pas joué la saison dernière. Donc, dans ces 4 joueurs-là, ça fait quand même un edge qui est assez intéressant. T'as un groupe solide, hein, honnêtement. C'est 4 joueurs Ouais, qui peuvent jouer. C'est ça l'avantage c'est aussi ça. de JT, c'est qu'il peut jouer tout de suite Voilà. aussi. Exactement, ouais, exactement. Comme tu disais, plancher, c'est ce que j'ai cru comprendre aussi en lisant des choses sur lui. Son plancher est quand même assez haut, donc ce qui est chouette. Après, voilà, dans les autres points top de cette draft, DJ Giddens, de ce que j'ai vu, encore une fois, hein, je ne le connaissais pas avant, mais ça a l'air super intéressant. Et comme je disais tout à l'heure, Jonathan Taylor, il est encore monstrueux, mais pour combien de temps? Et puis avoir un peu de rotation. On a également signé, on en parlera après, mais Khalil Herbert sur le poste de running back. Je trouve que ça va être chouette de pouvoir jouer avec ces trois-là. Parce que c'est vrai que derrière Jonathan Taylor, c'était quand même pas extraordinaire ce qu'on avait avant. Après, sur les autres points forts de la draft, enfin, que je trouve intéressant du moins, c'est
Tim Smith, alors au round 6, si je ne me trompe pas, qui est un defensive tackle. De ce que j'ai vu, c'est un profil run stopper. Et c'est vrai que le run stop, c'est vraiment un gros défaut qu'on a. Donc écoute, moi je lis run stopper à cette capacité-là et je prends. Pareil, Hunter Waller, je connaissais pas du tout et j'ai vu qu'il pouvait, apparemment, il pouvait être intéressant en special team. Ouais. Lui, c'est un peu un hybride, un peu Ouais, safety linebacker, un petit peu. Lui. exactement. Ouais, exactement. Après, bon, comme tu disais, Justin Molley, en effet, j'ai essayé de chercher dans les mock drafts, je le trouvais nulle part au troisième tour avant. C'est jamais bon Donc, signe en général, ça. voilà, c'est jamais bon signe, on sait jamais. Peut-être que Chris Ballard a vu quelque chose qu'on n'a pas vu. Mais pourtant, ça m'étonne de Ballard parce qu'en général, lui, il aime bien les Ouais, profils ultra physiques. Bah, tu vois, tu as eu Juju Brents ouais, qui est Jojo quand même Brent. un joueur avec un haut potentiel et qui a montré des belles choses l'année dernière. Mais c'est vrai que ça m'étonne un petit peu de Ballard de profil un petit peu comme ça, enfin, un petit peu no-name et qui se démarque pas non plus par ses qualités athlétiques. Donc, assez surprenant. Et sachant que tu avais encore plein d'autres joueurs encore ultra athlétiques à prendre dans cette draft, ce moment-là de la draft sur les cornerbacks. Donc, un petit peu surprenant. Non, complet, ouais, c'est de ce que j'en ai lu après, en effet, comme tu dis, c'est bon, ça fera de la rotation sur le poste de cornerback. Et, sinon, je veux juste rebondir en dernier sur Riley Leonard, le quarterback de Notre-Dame. Bon, en troisième quarterback, j'ai oublié son nom, pareil, un joueur qui n'était pas du tout du même profil qu'Anthony Richardson. Là, si j'ai bien compris, même chose, on est sur un profil qui n'est pas trop éloigné. Si jamais on a deux quarterbacks blessés, on sera peut-être content d'avoir lui. Alors après, je sais pas, QB3, il y a Riley Leonard, il y a aussi Jason Bean, qui est assez intéressant, qui l'année dernière avait monté en pré-saison des choses vraiment chouettes. Profil pareil, coureur, passeur, pas extraordinaire, mais bon. Bah, voilà, vous avez que ça. Hein. Là, vous avez que des mecs qui savent pas trop lancer le ballon. Par contre, ça peut courir. Bon, en fait, c'est pas une bonne nouvelle. J'enlève ce que je viens de dire. Ah non, mais attention, QB3 qui ne joue jamais, qui sait que courir, qui sait pas passer, moi franchement, ça ressemble un peu à mon job de rêve, je vous le dis. Ouais, ouais. Courir et jeter le ballon à peu près n'importe où, il y a personne sur le terrain pour éviter l'interception, ça reste dans mes cordes. Donc franchement, lui, il tombe dans la bonne équipe. Hein. Et Oui. avec un peu de chance, il aura peut-être un ou deux snaps dans la saison où par miracle, il va faire un truc sympa. Ça peut lui assurer un contrat de backup. Il suffit Bah, le qu'il truc, porte c'est bien que les les gourdes. quarterbacks devant lui, c'est des mecs qui potentiellement peuvent se blesser aussi avec leur style de jeu. Donc, tu sais Voilà. jamais. Hein. Tu peux avoir des opportunités, mais bon, En tout cas, ça reste intéressant, quoi. pour revenir sur cette free agency plus draft, il y a une impression les Colts sont pas tourné la page. Moi, c'est l'analyse que j'en fais. Ça va chercher des joueurs un peu confirmés qu'il faut relancer. Il y a du bon coup, genre avec Ward ou avec Daniel Jones, des mecs là qui veulent prouver. Cam Bynum, voilà, ils sortent d'une bonne saison, ils vont voir si ça peut se traduire chez eux. Là, vous l'avez très bien dit à la draft, c'était pas toujours le profil avec le meilleur potentiel qui était privilégié, mais parfois le joueur le plus NFL ready. Euh, L'impression que ça donne, c'est vraiment de se dire, ok, les mecs étaient en 8-9, il y a les Texans qui ont un peu d'avance, mais bon, t'es les Colts, je suis obligé de reconnaître, tu vois les Titans, t'as pas peur, tu vois les Jacks, t'as pas peur, tu te dis qu'en tout cas, il n'y a pas de raison de te sentir inférieur. Et bon, les Texans ont l'air d'avoir une petite marge d'avance, mais voilà, ils n'ont pas fait une intersaison de rêve non plus, même s'ils partent avec quand même un peu d'avance. Donc, je suis curieux de voir ce que ça peut donner dans cette div. On va tranquillement transiter du coup vers la saison prochaine, puisque c'est un peu ce qui nous intéresse. Avant ça, pour clôturer cette intersaison, Théo, selon toi, est-ce que les Colts ont répondu aux besoins qui étaient identifiés avant la free agency et avant la draft? Alors, pas tout à fait. Certes, au poste de tight end, je suis très content d'avoir un tight end qui a des chances d'être titulaire en NFL, le potentiel du moins pour être titulaire en NFL. Par contre, moi, là où j'ai assez peur, et c'est vrai que j'en ai pas parlé, c'est sur la ligne offensive. On a quand même perdu deux éléments majeurs de l'équipe avec, alors forcément, j'oublie leur nom maintenant. Will Mais Fries et Ryan Kelly. Ouais. merci, voilà, exactement. Ryan Kelly, quand même le capitaine de cette ligne offensive. Donc quand même perte importante, mais il commence à vieillir et je crois qu'il est pas trop mal remplacé par un Tanner Bortolini qui a été drafté l'année dernière, que je trouve intéressant. Par contre, Will Fries, qui était vraiment très très bon,
J'avais un petit espoir qu'on le re-signe, je sais pas pourquoi, et finalement il est parti aux Vikings Ah, il a avec pris Ryan Tannehill. il a pris un contrat mirobolant. Voilà. Exactement, il a pris un énorme chèque. Écoutez, je suis très content pour lui. Euh, mais voilà, donc derrière, pareil, je crois que ça va être Matt Goncalves qui a été drafté l'année dernière aussi, qui va peut-être le remplacer. La draft, on n'y a pas vraiment répondu sur cette ligne offensive, comment le remplacer. Alors on a recruté un joueur, hein. J'ai perdu son nom, je crois que c'est Jalen Travis. Ouais, Jalen Travis au Jalen 4e Travis. tour. Mais plus, Voilà. plus profil tackle, tu vois. Donc lui, c'est plus, je D'accord, pense, l'avenir après Brandon Smith. ok, Je pense que c'est pour d'accord. Après préparer Brandon l'après. Smith, ok. Voilà, donc voilà, ça, donc, il va falloir compter sur Matt Goncalves sur ce poste-là, sachant que Will était quand même un très haut niveau. Matt Goncalves, je ne sais pas où il va être. En plus, injury prone, je crois, donc c'est pas forcément la meilleure nouvelle pour ça. Après, on va, enfin, je crois qu'on peut dire ça pour après chaque équipe, mais l'effectif est quand même pas trop mal. Le coaching staff, maintenant qu'on a aussi changé le coach de la défense, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, ça peut être que mieux, j'ai presque envie de dire, sur la défense. Presque que mieux. Je crois qu'on n'est pas trop mal, mais on est vraiment un quarterback de pouvoir aller en playoff. J'imagine qu'on a quand même un effectif qui est suffisamment complet pour au moins aller en playoff avec un quarterback solide qui nourrit tout le monde à la passe et une défense qui fait le minimum, quoi. Ouais, non, totalement. Et puis, bah, tu le disais, tu as changé de coordinateur, tu as arrêté les frais de Ouais. Gus Bradley avec ses Gus Bradley, voilà défenses ça. en cover 3 tout le temps, avec seulement. Enfin, c'est prévisible, hein, c'est tout le temps du rush avec 4 mecs. Et il n'y a jamais de blitz, il n'y a jamais Mm. de schéma un peu différent. Ça, moi, je l'ai eu pendant un an aux Raiders. Ouais, Un an, ça m'a suffi. Alors après, oui, il y a des qualités et c'est pour ça que tes cornerbacks, tes safeties sont assez ouais. productifs en interception parce qu'ils Mm. sont beaucoup en zone et en couverture, donc tu leur demandes beaucoup de lire les yeux du quarterback et pas forcément de jouer de la presse ou d'avoir des jeux un petit peu plus osés sur du blitz, par exemple. Donc, voilà, je pense que ça va être intéressant de suivre parce qu'ils prennent le defensive coordinateur des Ouais. Bengals, pardon, Des Bengals, ouais. Lou Anarumo, Ouais. les Bengals avaient quand même une mauvaise défense ces dernières saisons. Je pense après quand même quand tu regardes l'effectif de défense, c'est quand même pas les mêmes bébés, hein. Tu as quand même des joueurs Ouais. établis, des Forrest Buckner qui reste un des meilleurs defensive tackles quand il est en forme, du Groven Stewart, c'est des vétérans, Lado, c'est quand même un super talent sur les edge et Mm. sur les cornerbacks, on en a parlé, il y a eu des renforts et tu as toujours une escouade avec Nick Cross, Juju Brents, etc. Et Jalen Jones aussi qui sort d'une très belle saison. Et tu aussi en linebacker, Zaire Franklin, le meilleur plaqueur de la ligue. Franklin. Ça, Voilà, depuis 2-3 voilà. saisons, les gars, hein. Voilà, il Énorme. arrête pas. Donc, c'est le meilleur linebacker du coup de la ligue. Et, Voilà, exactement. mais voilà, ça va être intriguant, je pense, de suivre ce côté-là du ballon. On espère que bah, ça se passe mieux que chez les Bengals pour lui. Mais j'ai l'impression que les Colts sont un peu dans un entre-deux, un peu chiant pour Ouais, beaucoup ouais, d'équipes. ouais. Et c'est comment dire, c'est un petit peu compliqué parce que tu le disais tout à l'heure, Ballard joue un peu sa tête cette saison. Et j'ai l'impression que si les choses ne se passent pas comme prévu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de playoff, bah pour moi, c'est pas impossible que ce soit l'un des premiers fusibles qui saute et que derrière, que tu aies plein de mecs qui s'en aillent. Tu vois, par exemple, on en parlait, Pittman, je pense que c'est pas Pittman, impossible que complètement. ce soit une pièce de trade, que Jonathan Taylor aussi soit une pièce de trade. Mm. Alec Pierce, il va signer un contrat aussi, je pense qu'il va peut-être partir. Tu vois, DeForest Buckner, tous ces gars-là, Kuti Paye aussi. Je pense que cette année, elle est charnière chez les Colts parce que pour moi, si cette année, vous n'allez pas en playoff, j'ai le sentiment que vous allez partir dans un rebuild pour Total. peut-être quelques saisons et peut-être ça peut être une bonne chose, hein. On a vu des équipes reconstruire de manière cohérente et faire des bonnes choses et des très bonnes saisons et s'intégrer comme parmi les meilleures équipes de la ligue en disant non et stop à ce côté un peu mid dans lesquels chaque franchise NFL déteste rentrer, hein. Moi, je l'ai vu un petit peu avec les Raiders où on était avec Derek Carr pendant des années. Voilà, Ryan Tannehill avec GG. Voilà, quand les franchises rentrent un peu dans cette case-là, des franchises mid qui ne sont pas assez nulles, On a fait pourtant premier d'AFC avec Tannehill quand même. c'est ça, c'est vrai en plus. Je sous-cote un petit peu la legacy de Tannehill. Mais tu vois, c'est un petit peu, c'est ça, c'est que tu es un peu dans un entre-deux et cette année pour moi c'est une année charnière pour Ballard, pour les Colts et pour Anthony Richardson aussi surtout, parce qu'on verra ce que ça va donner, mais je suis pas sûr que tu as quand même une bonne division, mais ton calendrier, je pense que ton calendrier est pas le plus simple non plus, donc on va voir, on va analyser un petit peu tout ça, quoi.
Non, mais c'est terrible pour Ballard. Le mec, il passe de Bradley à Narumo. Genre, t'as l'impression d'être au FC Nantes et de passer de Domenech à Camboire. Genre, Tu sais, quand ils font à chaque fois le Antonetti qui revient, qui prend le relais, Pascal Duprat, et puis voilà. Exactement. C'est la même chose, tu vois. franchement, c'est dramatique de faire ça. Enfin, à Narumo, oui, il n'y avait pas trop de matos chez les Bengals, mais waouh, t'étais sur une équipe qui mettait 35 pions par match et qui n'arrivait pas à gagner tellement que ça prenait l'eau de partout. Donc, c'est quand même hyper tendu. Alexandre, tu as parlé de calendrier. Il va être l'heure d'analyser tout ça. Alors, hop, je vais chercher ma petite image qui va apparaître à l'écran pour ceux qui sont avec nous Wow, sur YouTube. Oh waouh! Alors, je ne énorme. m'attendais pas à cette qualité d'image. Ouais, moi aussi, c'est. Calendrier qui était à l'origine très très beau, mais sur lequel nous ne pouvons absolument pas Rien lire. lire. Je vais l'ouvrir à côté, je vais vous donner les matchs. De toute façon, avouez que vous regardez tous, genre sur YouTube, mais sur votre téléphone, que dans tous les cas, vous Voilà, en train de regardez faire même la pas les. vaisselle. Voilà, donc vous regardez pas l'écran, vous êtes juste en train de nous écouter. Donc je vais faire l'effort. Je vais vous ouvrir le calendrier à côté. Semaine 1, ça reçoit Miami. Semaine 2, ça reçoit les Broncos. Semaine 3, ça va chez mes Titans. Déplacement en semaine 4 chez les Rams. Ça reçoit en semaine 5 les Riders. Puis en semaine 6, ça reçoit les Cardinals. Ça retourne à Los Angeles pour jouer les Chargers en semaine 7. Ça reçoit à nouveau les Titans en semaine 8. Et en 8 semaines, nous aurons déjà eu les 2 matchs de division entre ces équipes. Semaine 9, ça va à Pittsburgh. Ça reçoit les Falcons en semaine 10. Et là, bye week en semaine 11, avec un bilan bien pourri. Et Richardson pourra reprendre la main pour aller se faire déboîter à Kansas City en semaine 12. Puis pour se faire humilier à la maison par Houston en semaine 13. Ça ira ensuite à Jacksonville, puis à Seattle en semaine 14 et 15. 2 réceptions contre les 49ers et les Jaguars. Et semaine 18 à Houston contre les Texans. Alex, Bon. on est sur combien de victoires pour toi chez ces Colts? Alors, excusez-moi, mais juste avant, j'ai dit que le calendrier, je pensais qu'il était pas facile, mais en fait, j'ai confondu Il est. avec une autre Ouais. équipe. En vrai, ça va. Genre, après l'avoir revu, là, je me dis, ça va en vrai. C'est Oui, non, mais en pas. fait, c'est que les Colts sont nuls, donc ça a l'air dur. Ça a l'air dur, en fait, peut-être. Non, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, mais les Colts, ça reste une équipe. On a cité tous les joueurs, mais c'est une équipe solide, hein, enfin, solide. Il y a des joueurs solides sur quasiment toutes les escouades. La position de quarterback, c'est toujours la grosse inconnue. Donc, ça, ce sera ce qui limitera ton plafond. Je pense que pour moi, 7-8 victoires, c'est un peu le range dans lequel je les vois. Tant que j'ai pas la confirmation qu'il y a un quarterback établi qui va jouer 17 matchs et qui va pouvoir assurer de la continuité, en fait. Et malheureusement, tu vois, Jonathan Taylor sort d'une grosse saison, 1400 yards. Est-ce qu'il va refaire la même? Parce que l'année d'avant, il avait été gêné un petit peu par les blessures. Donc, Oui. voilà. Est-ce qu'il va pouvoir refaire la même saison? Est-ce que les receveurs, il y en a un qui va step up un petit peu plus? Est-ce que Pittman va pouvoir ressortir une saison à 1 milliard? Est-ce que Warren va pouvoir porter cette offense? Beaucoup trop d'inconnus pour l'instant, mais il y a quand même des armes, il y a quand même du talent. Donc, tu es un peu dans un entre-deux, comme je dis depuis tout à l'heure, mais tu es dans un entre-deux. Et malheureusement, je pense que cette équipe est beaucoup trop forte pour les plus nuls et pas assez bonne pour aller titiller les gros et les équipes de playoff. Donc, pour moi, 7 ou 8 victoires, pas plus. Ok, Théo, est-ce que tu es d'accord avec ça? Quelle analyse fais-tu de la saison à venir de ton équipe? Alors malheureusement, je suis beaucoup trop d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je souhaite pas du tout ça, hein. J'aimerais bien que ça se passe pas du tout comme ça. Quand on Richardson finalement, en fait, c'est le joueur à haut potentiel qu'on imaginait et que le gars, il s'est mis à faire seulement allez, 6 interceptions la saison prochaine et peu de blessures et beaucoup de touchdowns, mais ça ne se passera pas comme ça, malheureusement. Et malgré tout, je pense qu'on va faire, c'est ça, 7-8 victoires maximum, qu'on va être vraiment la pire place possible parce que si on veut faire une reconstruction tout de suite, on va pas avoir tout de suite un haut choix de draft. Alors, on pourra monter la draft peut-être, mais c'est pas la meilleure chose qui est possible de nous souhaiter, mais je pense que ça va se passer comme ça. Et l'année prochaine, on va sûrement virer Ballard, on va virer le coach, on va virer tout le monde. Et on va repartir avec des jeunes, comme tu dis, malgré tout, on reste quand même à du talent. Donc on aura du matériel pour, si besoin, transférer des mecs et récupérer des pics. Enfin voilà, il y a des choses à faire avec l'effectif qu'on a.
même si jamais on devait reconstruire la saison prochaine. Et moi, je pense en effet, je tablais sur 7 victoires. Donc une saison bien mid, quoi, bien Bien moyenne. moyennasse. Moyennasse. Voilà, exactement, du vinaigre, du vinaigre. Tu as parlé de haut potentiel pour Anthony Richardson. Il est HPI, haut potentiel Il est de achevé. construction, très clairement. Je Ah ouais, pense je que savais pas ça. 6 interceptions, c'est ce qu'il aura fait au bout de 2 matchs, malheureusement. Voilà. Les Colts, pour moi, c'est 6 victoires. Et franchement, en fait, ce calendrier, il n'est pas, Mais il est pas dur, hein. hyper compliqué, mais Non. il n'est pas non plus si bien monté pour faire des séries. Il y a des petits enchaînements qui peuvent très vite faire mal. Et en fait, il y a des postes clés où c'est trop compliqué. On l'a dit, il y a des incertitudes autour du poste de QB. À quel point Daniel Jones peut retrouver le niveau qu'il avait chez les Giants. Moi, ce qui me fait très peur, c'est la O-line. T'en as bien parlé, Théo. Il y a des cadres qui sont partis. Il reste des bons joueurs dessus, hein, mais ça prend de l'âge. Dans le front seven, pareil, il y a quelques bons joueurs, mais la profondeur n'est pas dingue à tous les postes. Et j'ai pas confiance en le coaching staff non plus. En fait, tu es à un bobo un peu chiant de tel ou tel joueur. Je trouve que tu n'as pas de marge. Et du coup, à part d'une énorme surprise, comme tu le dis, où vraiment Anthony Richardson, en fait, il revient des camps d'entraînement, le gars s'est acheté un cerveau, il arrive à enchaîner 2-3 passes mid. Bon, t'es pas mal. Mais waouh, en fait, j'ai l'impression que c'est plafonné très bas et que le plancher n'est pas non plus ultra rassurant. Et de toute façon, en tant que fan des Titans, je ne peux que vous souhaiter du mal. Merci. Non, mais voilà, en vrai, Non, mais tu as raison. Enfin, je crois 6, 7, 8 victoires, on est tous d'accord pour dire que ça va ouais. être moyen, très mid cette saison. Et Mais en fait, c'est ça, je me demande, moi, le plafond de cette équipe, qu'est-ce que ça peut être, tu vois, parce que même imaginons saison Richardson confirme, fait 17 matchs. Vu ce qu'il nous a montré, j'ai quand même pas le sentiment que ça peut être une équipe qui peut aller viser les 11-12 victoires, tu vois. Ça peut être pour moi le maximum 10 victoires dans un monde où Richardson reste en santé Mais- et qu'il fasse sa saison, tu vois. tu parles de Richardson. Moi, je pense que le meilleur scénario Hmm. des Colts, en fait, il est avec C'est Daniel Daniel Jones. Jones. Il n'est pas avec Bah, c'est Richardson. ça aussi, ouais, Il est c'est ce que avec je me un dis. Jones Ouais. niveau Mais- Giants, niveau 9-8, avec un effectif qui est pas dégueu, Mm. calendrier qui est pas imprenable. Et en fait, tu vas chercher une ou deux victoires surprises. Tu es à 9 et tu accroches le 7e seed. Mais T'as l'avantage de pas avoir une division difficile, Ouais. donc ouais, tu vois, les Jaguars, Titans, en vrai, tu peux prendre des matchs. Houston, tu peux si toujours avec leur avoir. O-line, tu sais pas comment ça peut se passer. Et les matchs ont souvent été serrés, comme tu l'as dit en intro, Ouais, Théo. Donc, complètement. tu peux prendre des matchs et comme tu l'as dit, tu croises avec la NFC West qui est pas cette année la plus grosse division. Les Seahawks ont fait des choix dont on va peut-être parler dans un autre podcast, mais qui sont un peu discutables. 49ers, c'est un peu en reconstruction, en semi-reconstruction, parce qu'il y a quand même du talent, mais dans les tranchées, c'est un peu dégueulasse. Voilà, il y a il y a pas mal d'équipes prenables sur le papier, mais voilà. C'est vrai que moi, je suis d'accord avec toi, GG. Je pense que Daniel Jones, c'est peut-être ta meilleure solution pour être compétitif, entre guillemets. Pour le long terme, je sais pas, mais pour le compétitif à l'instant T, peut-être. Avec le contrat d'un an, de toute façon, on vise pas le long terme. Ouais, voilà, exactement. On vise pas le long terme avec Daniel Jones, je pense. Bon, un spectre entre 6 et 8 victoires, pas énormément d'espoir pour cette équipe. C'est l'avenir à très court terme, et on l'a dit, hein, à moyen terme, tu as presque envie de perdre plus de matchs que ça. Donc, j'ai envie de dire, si à la bye week qui arrive après la semaine 10, tu es en 4-6, tu as presque envie de perdre le reste. Tu n'as pas envie d'aller en chercher un autre. Tu veux presque verrouiller un top 3. Parce que là, être bloqué, on le répète tout le temps, hein, depuis la création du podcast, c'est notre credo. Et Théo, en tant que fan NBA, tu le sais. Oh oui, Le ventre mou, personne il est n'en veut. terrible. Ces équipes mid, border playoff, mais pas nul. Il n'y a rien de pire pour les fans. Donc voilà, je vous souhaite de perdre beaucoup de matchs. Bah, super, merci. Allez, avant de vous laisser, quand même, je remets les infos en bas. Le petit bandeau, pour ceux qui nous écoutent et qui ne peuvent pas lire, allez suivre Théo at Talk2Colts sur Twitter. Tu postes un peu quoi? Tu postes surtout en saison, un peu en hors saison, tu couvres un peu les matchs?
En fait, alors je fais surtout en fonction de mon agenda. Donc, à certains matchs, je vais tweeter 2 tweets par action. Et il y a d'autres matchs où je vais faire un petit résumé après le match. Non, voilà, c'est surtout en fonction de ça. Et j'essaye de mettre un maximum et puis surtout de parler un peu des Colts. C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup en France à être fan des Colts, en tout cas à Ils supporter sont cette équipe. 4. Ils sont 4. Et voilà, on est 4. Voilà, vous en avez rencontré un ce soir. Non, voilà, j'essaie de tweeter un peu de tout. Mais voilà, dans cette actu des Colts, qui peut-être pas la saison prochaine, mais dans les 2-3 années à venir, vont vous faire rêver. J'essaie de faire en sorte que je t'entends Il a essayé de le vendre comme il pouvait, là. Non, mais en J'ai fait, fait au mieux. les fans des Colts, vous êtes 2000, mais c'est juste que les mecs, ils sont tous sur Facebook, vu que vous étiez bon en Exact. 2005. Non, Ouais, pardon. c'est ça aussi. Ils ont pas de compte Twitter. T'es juste pas au bon Exactement. endroit, en fait. Peut-être que Exactement, t'aurais faut une que je. commu énorme et monétisée ailleurs. C'est vrai. Je vais y réfléchir. Je vais réfléchir. De notre côté, on l'a dit tout à l'heure, le front office sur Twitter/X, selon comment vous appelez ce réseau social. Suivez-nous aussi, hein, YouTube, Twitch, si vous aimez nous voir en images. On fait de la promo pour nos pas partenaires de Winamax. J'en profite. S'il Ah, vous plaît. c'est S'il le vous plaît, petit, venez. c'est le petit running gag. Non mais alors sérieux, si quelqu'un dans la commu a un contact chez Wina, envoyez-moi un DM. Ces messieurs sont devenus trop connus pour qu'on puisse les DM avec un compte gratuit. Je n'ai pas de pastille bleue sur Twitter. C'est inaccessible sur Insta, pareil. S'il vous plaît, débloquez ça. Ou s'il y en a un qui tombe par hasard dessus, je veux discuter. Je ne suis pas dangereux. Allez, la série des bilans d'intersaison va se poursuivre demain avec les Steelers. Théo, merci beaucoup de t'être rendu disponible pour venir parler des Colts. Tu m'as dit en off avant que c'était ton premier podcast. Ouais. Et sache que tu as été excellent. C'était un vrai plaisir de t'avoir. Merci beaucoup, le compliment est incroyable. Merci encore à vous les gars, c'était trop chouette d'être là. Et merci pour le boulot même. Donc moi je parle quand même en tant que jeune supporter de football américain. C'est trop chouette d'avoir des comptes français qui nous parlent, parce que mon anglais n'est pas incroyable. C'est quand même chouette de pouvoir comprendre en français 2-3 trucs sur la NFL. Donc merci pour le boulot, merci pour l'invite et puis à la saison prochaine. T'en fais pas, celui de GG non plus, il est pas incroyable l'anglais. Donc, C'est ce que j'allais dire. Moi, du coup, je pense à nos amis francophones. Pour ça, je francise les noms comme si j'ai Stroud et tout. J'essaie à comprendre. Voilà. Alexandre, comme d'hab, merci. Toujours le bon mot pour couvrir les équipes. Ça fait plaisir de t'avoir dans la team avec cette expertise. Eh ben, merci à toi. Et j'allais teaser l'équipe de demain, mais en fait, j'ai aucune idée de qui va faire les Steelers. Donc, c'est pas moi. C'est pas moi non plus. Moi, je suis de repos, moi, ça dort. Pas moi non plus. Hein. Vaut mieux pas, les gars. Donc voilà, vous avez le choix. Il y aura peut-être Alex, peut-être Doug, peut-être PA, peut-être Trey, peut-être Anto. En tout cas, peu importe qui le fait, j'espère que vous suivez cette série avec plaisir. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous écouterez cet épisode. Et vive le football!